Carter sort en ville avec sa sœur pour fêter son 22e anniversaire. Mais l'euphorie fait bientôt place à la peur lorsqu'Amanda ne rentre pas chez elle. D'après la description qu'on a eue, le chauffeur avait une tête de porc. Elle avait les mains attachées au-dessus de la tête, comme ça. C'était un suspect des plus sérieux. Combien y avait-il de chances pour que plusieurs hommes roux et barbus se trouvent à Hobart ce soir-là? On s'est dit qu'il finirait par faire une erreur ou que quelqu'un le dénoncerait. Prouvez-le. Et si vous pensez que je suis coupable, arrêtez-moi. Et si ce n'était pas Amanda, où était-elle allée? Quand on lui a demandé s'il avait eu des rapports sexuels, il a répondu non. Je me souviens lui avoir dit qu'il ferait mieux de s'y habituer parce qu'il y aurait d'autres interrogatoires. Il a dû penser qu'il était libre. Après toutes ces années, on tenait peut-être notre homme. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Les crimes gratuits obsèdent les enquêteurs, car ceux qui les commettent ne possèdent pas de mobile. Ils tuent pour tuer, cédant à la panique ou à une pulsion incontrôlable. Dès lors, comment retracer leur parcours? Comment établir les liens logiques qui peuvent les associer à leurs victimes? L'affaire que je vous propose de suivre maintenant marque une étape importante dans l'évolution des sciences médico-légales en Australie. Elle s'est déroulée en 1980, à une époque où l'analyse des prélèvements biologiques se limitait, dans le meilleur des cas, à déterminer le groupe sanguin des suspects et des victimes. Monsieur Carter a signalé la disparition de sa fille à la police et il avait peur pour sa sécurité parce que ce n'était pas dans ses habitudes de ne pas rentrer chez elle de la nuit. Il nous a dit que ses deux filles étaient sorties le samedi soir pour fêter les 22 ans d'Amanda, que la famille était très soudée et qu'Amanda, Debbie et Brenton vivaient encore à la maison. C'était vraiment un environnement idéal pour grandir. C'était une famille chaleureuse et très soudée. Généralement, on ne s'inquiète pas quand une jeune femme de 22 ans ne rentre pas à la maison, mais selon eux, elle rentrait toujours. On a fouillé dans ses affaires pour voir s'il manquait des vêtements, un sac, des livres ou quelque chose indiquant qu'elle serait partie avec l'intention de ne pas rentrer de la nuit. Mais on n'a rien trouvé. L'alerte a donc été donnée très tôt et ça ne ressemblait pas à un cas de disparition ordinaire. La police s'empresse de retracer les derniers déplacements de la jeune femme. Sa sœur Debbie nous a dit qu'elles étaient allées dans différents bars, qu'elles en avaient bien profité et qu'elles avaient beaucoup bu. Et après minuit, elles sont allées au Hope and Anchor. Mais Debbie ne se souvenait plus très bien de ce qu'elle avait fait, avec qui elle était, ni où était sa sœur. Beaucoup de gens ont parlé à Amanda Carter, mais rien ne laissait penser qu'elle allait faire quelque chose d'inhabituel. Tous ceux qui la connaissaient pensaient qu'elle allait prendre un taxi. C'était généralement ce qu'elle faisait. On a commencé à enquêter sur les différentes compagnies de taxi pour savoir qui était de service cette nuit-là. Je conduisais le taxi 99 dans les environs de Hobart. C'était une nuit assez chargée. J'ai dit à la police que j'avais vu quelqu'un assis sur le pas de la porte du vieux bâtiment d'une compagnie d'assurance entre 2h45 et 3h du matin. D'autres chauffeurs de taxi disent avoir vu cette même jeune femme. Personne ne pouvait certifier que c'était Amanda Carter. Mais beaucoup nous ont dit qu'elle lui ressemblait et que c'était la station de taxi où elle avait l'habitude d'aller. Mais selon les témoignages, l'heure varie entre 1h30 et 3h30 du matin. 3 chauffeurs nous ont dit avoir vu un taxi jaune sur les places de stationnement juste devant les marches où se trouvait la jeune femme. L'un d'entre eux a vu un chauffeur de taxi s'approcher des marches du bâtiment, ramasser un sac à main et le jeter dans sa voiture.
Le taxi était juste devant lui et il a pu noter qu'il s'agissait du numéro 58. C'était une piste qu'on voulait à tout prix exploiter parce qu'Amanda avait son sac avec elle. Il y avait donc une chance pour que ce sac soit le sien. Un chauffeur nous a même dit qu'il y avait une chance pour que la jeune femme des marches soit montée dans le taxi. Et si c'était le cas, ça voulait dire qu'il devenait très urgent de retrouver ce véhicule. Amanda Carter a disparu depuis 24 heures. Et rien ne laisse penser qu'elle est fuguée. Alors, que s'est-il passé dans la nuit du 27 juillet 1980 ? Amanda, qui avait beaucoup bu dans les bars en compagnie de sa sœur, s'est volatilisée sans explication. Pour toute information, les enquêteurs savent maintenant qu'entre 1h30 et 3h30 du matin, une jeune femme lui ressemblant a été aperçue assise sur les marches d'un vieux bâtiment du centre-ville à proximité d'une station de taxi qu'Amanda avait l'habitude de fréquenter. Ils ont découvert également que cette femme est peut-être montée à bord d'un taxi jaune dont la plaque d'immatriculation se terminait par 58. Leur priorité est maintenant d'identifier le chauffeur du taxi. Ce taxi appartenait à un certain Wayne Highland. Je crois que c'était le seul taxi jaune de cette marque. Et à 5 heures du matin, on l'a retrouvé à l'aéroport. John Blue et moi, on s'est rendus là-bas pour retrouver Highland et sa voiture. Et en regardant dans le coffre, on a retrouvé un sac à main. Il nous a dit qu'il l'avait trouvé sur les marches du bâtiment de la compagnie d'assurance dans la nuit de samedi à dimanche et qu'il avait l'intention de le ramener au bureau mais qu'il avait oublié. Et s'il avait le sac d'Amanda dans la voiture, il y avait une chance pour qu'Amanda y soit montée aussi. Il savait forcément quelque chose. C'était un suspect des plus sérieux. Cela fait 48 heures qu'Amanda Carter a disparu. La police a déjà retrouvé ce qu'elle pense être son sac à main dans le coffre d'un taxi. Le véhicule est aussitôt saisi et son chauffeur interrogé. On a parlé à Highland au commissariat. Il nous a dit que dans la nuit de samedi à dimanche, il avait rencontré une jeune femme assise sur des marches en face de la poste et qu'il lui avait demandé si elle avait besoin d'un taxi. Mais elle lui aurait répondu qu'elle attendait un ami. Il nous a dit qu'il était donc remonté dans son taxi, qu'il était allé à la station de Murray Street, où il a conduit une cliente jusqu'à Windermere. Ensuite, il est revenu à Hobart et d'après ce qu'il nous a dit, il est retourné sur les marches où il a trouvé un sac à main. Et c'est celui qu'on a retrouvé dans sa voiture. Il n'a pas pu nous dire avec certitude s'il s'agissait d'Amanda Carter, parce qu'il ne la connaissait pas. Mais d'après la description qu'on lui avait donnée, il a dit que ça pouvait être elle. La jeune femme en question est-elle Amanda Carter ? Et dans ce cas, qui attendait-elle? Et surtout, le sac retrouvé dans le coffre du taxi lui appartient-il? On était presque sûr que c'était le sac d'Amanda Carter. Il n'y avait ni carte de crédit, ni pièce d'identité, mais il ressemblait beaucoup à la description du sac d'Amanda. On est allé à Torella pour parler à monsieur et madame Carter, ainsi qu'à Debbie. On leur a montré le sac et à notre grande surprise, ils nous ont dit que ce n'était pas le sien. Ils étaient catégoriques sur ce point. On leur a dit qu'on était quasiment sûr que c'était le sien, mais ils n'ont pas hésité une seconde. Ils connaissaient son sac et ça, ce n'était pas celui d'Amanda. On a immédiatement informé les médias pour tenter de découvrir à qui il appartenait. Les enquêteurs ont interrogé le chauffeur de taxi qui a trouvé le sac et qui avait parlé juste avant avec sa propriétaire. La jeune femme ressemblerait beaucoup à Amanda Carter et la police souhaiterait lui parler de toute urgence. On a envisagé différents scénarios.
Soit elle avait pris le sac de quelqu'un d'autre en quittant le Hope and Anchor et cette autre personne était en possession du sac d'Amanda, mais si c'était le cas, elle n'était pas venue rapporter le sac. Soit Amanda n'était pas sur les marches de la compagnie d'assurance cette nuit-là, et il s'agissait d'une autre personne. Mais dans ce cas, qui était-ce? Et où était allée Amanda après avoir quitté le Hope and Anchor? Si, comme le prétendent formellement les parents d'Amanda, le sac à main retrouvé dans le coffre du taxi ne lui appartient pas, l'affaire prend une toute autre tournure et se complique. Debbie, la sœur de la disparue, semblait jusqu'à présent avoir tout oublié de la soirée fatale. Puis, peu à peu, ses souvenirs refont surface, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de fournir aux enquêteurs de précieuses informations. Debbie s'est souvenu qu'elles avaient quitté le bar tôt le matin du 27, en compagnie de 2 hommes. Elles ont accompagné ces 2 inconnus jusqu'au Macquarie Street. On pense qu'elles marchaient séparément. Amanda avec l'un des 2 hommes et Debbie avec l'autre. Elle se souvient qu'au moment où ils sont arrivés au niveau du centre commercial, ils se sont séparés et d'après elle, Amanda s'apprêtait à prendre un taxi pour rentrer chez elle. Il était indispensable d'identifier ces 2 hommes, parce qu'Amanda avait pu partir avec l'un d'entre eux, et il était peut-être responsable de sa disparition. On a eu différentes descriptions, mais on sait qu'ils avaient dans la vingtaine et que l'un d'entre eux était barbu. D'une certaine façon, on a eu de la chance, parce que l'un des 2 avait une barbe rousse. Alors on s'est immédiatement adressé aux médias pour diffuser un portrait robot de ces hommes. D'après ce qu'on savait, elle pouvait très bien être partie avec ces hommes et ne jamais être allée à la station de taxi. Ou alors, elle pouvait être allée jusqu'à la station de taxi avant de décider de repartir avec l'un de ces hommes. Et elle était peut-être encore avec eux. Il s'agit peut-être de l'homme qu'Amanda attendait à la station de taxi, mais comme la propriétaire du sac à main, l'homme barbu ne se manifeste pas. Hier soir, le Standard de la police a été assailli par des appels suite à la déclaration du procureur général Brian Miller. Il a annoncé qu'une récompense de 10 000 € serait offerte pour la moindre information sur Amanda Carter. D'étranges rumeurs commencent à circuler. Amanda apparaît soudain aux 4 coins du pays. On nous a dit qu'elle était peut-être partie à Cairns avec un ex-petit ami. Certains disaient que c'était une droguée. D'autres nous ont dit qu'elle était à Swansea, sur la côte est de la Tasmanie, dans un camion de transport de bois. Elle serait partie dans le Queensland avec des motards. On a eu des tas d'appels nous disant où se trouvait Amanda. Et même si ce n'était que des informations farfelues, il fallait tout explorer et dans un sens, on était à chaque fois soulagé de ne rien trouver. Le père d'Amanda, Don Carter, est désespéré. Si vous savez quelque chose ou que vous avez vu la moindre chose inhabituelle ce soir-là, n'hésitez surtout pas à appeler la police. Vous avez des informations? Après 6 jours d'enquête, on a reçu un appel anonyme disant que 3 criminels avaient quitté l'État le jour de la disparition d'Amanda. Ce témoin nous disait qu'Amanda était partie avec eux et que les hommes en question étaient en liberté conditionnelle et qu'ils ne s'étaient pas présentés chez leur contrôleur judiciaire le lundi suivant. On s'est dit qu'il y avait de grandes chances pour qu'elle soit partie avec eux ou qu'elle ait été enlevée. Amanda Carter est portée disparue depuis plus d'1 semaine. La police pense qu'elle a pu se faire enlever par 3 fugitifs qui viennent de quitter l'État. On a reçu un appel de la police de Mackay dans le Queensland du Nord, nous disant que les 3 hommes avaient été retrouvés au volant d'une voiture volée et qu'ils avaient été placés en garde à vue. Alors je suis allé dans le Queensland et après les avoir tous interrogés, j'ai été soulagé d'apprendre qu'ils n'avaient aucun lien avec la disparition de la jeune femme. Ils ont même admis avoir commis un délit ce soir-là.
Quand ils ont appris pour la disparition d'Amanda, ils ont eu peur d'être accusés. Encore une piste qui se termine dans une impasse. Et la police n'a toujours pas plus d'éléments sur Amanda et les deux hommes qui l'accompagnaient à la sortie du bar. Les deux hommes mystérieux restaient la principale piste de notre enquête. Il fallait absolument qu'on les identifie. Mais c'était impossible. C'était quand même bizarre qu'un homme roux et barbu ait pu passer inaperçu. C'étaient des témoins importants parce qu'il s'agissait des deux dernières personnes à avoir vu Amanda et Debbie après avoir quitté l'hôtel. Et ça nous inquiétait parce que s'ils n'avaient rien à cacher, pourquoi ne venaient-ils pas se présenter? La piste des trois fugitifs ayant abouti à une impasse, les policiers approfondissent leurs premières hypothèses. Soit Amanda a disparu en compagnie de l'homme barbu dont elle a fait la connaissance dans le bar Hop & Encore. Soit elle est montée à bord du taxi jaune dont le chauffeur a été identifié. Dans l'espoir de découvrir des indices qui confirmeraient cette version des faits, les enquêteurs passent au peigne fin l'intérieur du véhicule. Le taxi a été examiné dans le cadre de cette disparition. On a recherché des preuves de la présence d'Amanda Carter dans le véhicule. J'ai travaillé sur une canette de soda à la recherche de salive parce qu'elle était vide et quelqu'un avait forcément bu dedans. Il y avait aussi un plaid écossais dans le coffre et on a recherché des cheveux ou des éléments qui pouvaient nous donner une piste sur la jeune femme. Sur la roue arrière droite, il y avait comme un bout de roseau. On n'a rien trouvé qui puisse lier Amanda Carter à ce taxi. Mais au milieu de la banquette arrière, les experts de la police scientifique ont remarqué une tache. Et quand on leur a demandé ce que c'était, ils nous ont répondu que c'était du sperme. On en a donc déduit que soit un homme s'était masturbé sur la banquette arrière, soit qu'il y avait eu un rapport sexuel. Les scientifiques nous ont dit que les taches étaient récentes, parce qu'il y a beaucoup de passages dans un taxi, et les taches auraient fini par disparaître. Il nous fallait des explications. On a interrogé Hyland à ce sujet. On lui a demandé s'il avait eu des rapports sexuels ou s'il s'était masturbé sur la banquette arrière, mais il a dit non. Il nous a dit qu'il était le seul à conduire ce taxi. Il y avait donc de grandes chances pour que ce soit lui. Il fallait donc qu'on obtienne son groupe sanguin. On lui a demandé de nous fournir un échantillon de sang, mais il a refusé, chose qu'il avait le droit de faire. Cette tâche et le manque de coopération d'Hyland éveillent des soupçons. Mais Hyland a un alibi. Tôt le dimanche matin, il conduisait une dernière cliente à Windermere. On a retrouvé la cliente et elle nous a confirmé avoir pris un taxi similaire à celui d'Hyland et dont la description du chauffeur correspondait parfaitement. Celle-là innocentait et il fallait qu'on trouve d'autres pistes. Un nouveau portrait robot a été diffusé par la police dans l'espoir que cet homme puisse apporter des précisions aux déclarations de Debbie. Après plus d'une semaine de recherche, la police se dit frustrée et complètement dépassée par cette disparition. L'attention des enquêteurs se tourne une nouvelle fois vers Debbie, la petite sœur d'Amanda. Debbie était traumatisée. Bien sûr, ce n'était pas sa faute, mais elle s'en voulait. Si elles étaient restées ensemble, sa sœur serait encore là. C'était très frustrant de ne pouvoir obtenir plus d'informations de Debbie. Dans une tentative désespérée, la police demande à Debbie de se faire hypnotiser. On travaillait énormément. On faisait des journées de 17 ou 18 heures et l'hypnothérapeute parlait d'une voix très monocorde. Les seuls souvenirs qu'on a sont les miens parce que Blue s'est endormi. Mais ça valait la peine d'essayer. On n'a pas obtenu grand-chose, mais il fallait le faire. Et au point où on en était, on n'avait rien à perdre. On s'est dit que la moindre petite chose pouvait nous aider, mais on n'a rien obtenu. 2 semaines après la disparition d'Amanda, l'enquête est dans l'impasse. La publication dans la presse de plusieurs portraits robots, les appels à témoins, les interrogateurs du chauffeur de taxi et de la sœur d'Amanda sous hypnose ont échoué. Alors que les chances de réussite s'éloignent, un appel téléphonique providentiel
ouvre enfin aux policiers de nouvelles perspectives. Un jeune homme de Tulloch sur la côte ouest de la Tasmanie est tombé sur un journal de la semaine précédente avec le portrait robot sur lequel il s'est reconnu. Il a contacté la police et il s'est avéré que c'était notre homme. Ça a été un énorme progrès pour nous quand les deux hommes sont venus et nous ont dit qu'ils étaient ceux que l'on cherchait. Il s'agissait de Stanley Hibbins et Lester Galbot. L'un des deux était roux et barbu et c'est ce qui leur a fait penser qu'ils étaient ceux que l'on cherchait. Les deux hommes disent avoir quitté Hobart le dimanche et ne rien savoir sur la disparition d'Amanda. Les deux hommes se souvenaient de tout ce qui s'était passé. Et ils ont dit qu'ils étaient allés au Hope and Anchor, où ils avaient rencontré Debbie et Amanda Carter. Ils leur ont parlé et sont repartis avec elles. Vers 2h30, ils ont remonté Macquarie Street. Lester Galbot nous a dit qu'il était avec Debbie et Stanley Hibbins avec Amanda. Stanley a décidé de passer un coup de fil à ses parents à Victoria. Il a laissé Amanda pour passer son coup de fil et dit avoir parlé 15 minutes avec sa mère. Mais quand il a eu terminé, la jeune femme était partie. On est allé à Victoria pour parler à ses parents et on a vérifié qu'ils avaient bien reçu un appel au milieu de la nuit. Lester Galbot a pu nous en apprendre davantage parce qu'avant de quitter la poste, il a parlé à Amanda. Il l'a aperçue de l'autre côté de la rue et à ce moment-là, elle attendait un taxi pour rentrer. Ça venait compléter ce qu'on savait déjà. On pouvait enfin affirmer que la jeune femme assise sur les marches de la compagnie d'assurance située en face de la poste était bien Amanda. On avait donc 1 heure et on connaissait ses intentions. Ça nous a permis d'orienter notre enquête dans une direction et c'était notre première intuition. Elle avait probablement pris un taxi. Une fois les deux jeunes gens innocentés, les policiers concentrent leurs efforts sur la seule certitude qui leur reste. Vers 3 heures du matin, Amanda attendait seule un taxi pour rentrer chez elle. Cette piste va-t-elle permettre d'élucider le mystère de sa disparition? Les indices biologiques prélevés sur le siège arrière de la voiture seront-ils exploitables? Amanda Carter fête son 22e anniversaire quand elle décide de quitter sa sœur et les 2 garçons qui les accompagnent pour prendre un taxi vers 3 heures du matin. De nombreux chauffeurs de taxi ont remarqué une femme correspondant à sa description près de la station de taxi. Certains pensent qu'elle est montée dans le taxi de Wayne Highland. On savait qu'Highland avait déjà été arrêté pour agression, vol, cambriolage, mais rien de très sérieux. Il est ce que j'appellerais un petit escroc, un sale type, quelqu'un de vraiment très arrogant. Mais la police n'a rien qui permette de lier Highland à la disparition d'Amanda, hormis une tache sur la banquette arrière de son taxi qui est sur le point de dévoiler ses secrets. Il y avait des chances pour que ces traces soient le résultat d'une masturbation. Dans ce cas, on aurait uniquement trouvé du sperme. Mais il y avait aussi des sécrétions vaginales, ce qui voulait dire qu'on avait une tache à double composition. Les experts pensaient qu'il y avait 2 groupes sanguins dans cette tache. Et ils appartenaient à un homme et à une femme. On en a conclu qu'un homme et une femme avaient eu une relation sexuelle sur la banquette arrière de ce taxi. À ce moment-là, on avait les 2 échantillons prélevés dans le taxi, mais on ne savait pas où était Amanda. On n'avait pas de corps, donc rien pour faire des comparaisons. Les traces de fluide découvertes sur la banquette arrière du taxi prouvent qu'un homme et une femme y ont eu des relations sexuelles. Pour savoir si le chauffeur est impliqué, la police lui demande de fournir un échantillon de sang. Mais Wayne Highland refuse catégoriquement de coopérer. Intrigués, les policiers décident de l'interroger une nouvelle fois, de manière
plus musclé. Pendant 4 ou 5 heures, on l'a interrogé, menacé, raisonné. On lui a parlé de tous les éléments qui le désignaient comme suspect. Mais il a nié catégoriquement et disait ne rien savoir sur la disparition d'Amanda. Il nous a soutenu qu'il n'avait pas emmené Amanda Carter et qu'elle n'était jamais montée dans son taxi. Mais il n'avait aucune explication pour les taches sur la banquette arrière de la voiture. Quand on lui a demandé comment des taches de sperme auraient pu apparaître sur la banquette du véhicule qu'il était le seul à conduire, il a répondu qu'il n'en avait aucune idée. On lui a demandé s'il avait prêté sa voiture à quelqu'un, si une autre personne avait pu la conduire, ce genre de questions. Il a eu l'opportunité de nous dire « Oui, je l'ai prêté à quelqu'un, mais je ne me souviens plus de son nom. C'était un homme qui voulait la louer pour un couple. » Mais il n'a rien dit de tout ça. Il répondait à toutes nos questions. Il avait une réponse pour chacune de nos interrogations. Je savais qu'il mentait, mais on n'avait rien pour le prouver. Il nous a dit tout ce qu'il pouvait nous dire. Il ne nous a rien dit de plus que ce qu'on savait déjà. J'étais convaincu au plus profond de moi-même qu'il était responsable de la disparition d'Amanda Carter. La police épluche tous les déplacements d'Hyland à partir du moment où il a emmené sa cliente à Windermere, jusqu'à ce qu'il ramasse le sac marron sur les marches où Amanda Carter était assise. Il nous a dit qu'après avoir terminé sa journée de travail, il était remonté dans sa voiture pour aller dormir sur la plage de Windermere. Mais personne ne peut confirmer ces dires. En revanche, des témoins l'ont vu à la station-service. 2 autres chauffeurs de taxi ont vu Gerald Wayne Hyland, mieux connu sous le nom de Wayne Hyland ou Fatty Wayne, à la station-service et qu'il avait l'air nerveux. Quand l'un des chauffeurs de taxi lui a demandé ce qui n'allait pas, il lui a dit d'aller se faire voir. Il est environ 3h30 du matin et la station-service ne se trouve qu'à quelques minutes de l'endroit où Amanda Carter a été vue pour la dernière fois. C'était un suspect des plus sérieux. Et puis, le 11 septembre, en fin d'après-midi, j'ai reçu un appel me disant qu'un corps avait été retrouvé. C'était le corps d'une jeune femme et j'ai immédiatement pensé que c'était celui d'Amanda Carter. Le corps a été retrouvé par des pêcheurs hier en fin de journée au bout d'une route sans issue. Riverside Drive longe la rivière Derwent et le corps se trouvait près de Bridgewater, à environ 20 km du bureau de poste d'Hobart, où Amanda Carter a été vue pour la dernière fois il y a 45 jours. Le corps était face contre terre et il est impossible qu'il ait atteint cette zone par la rivière, ce qui veut dire que quelqu'un l'a amené jusqu'ici. Le niveau de la rivière était bas et le corps était au sec. Elle avait les mains en l'air et la tête penchée de cette façon, comme si quelqu'un l'avait traînée par terre. Elle était à moitié déshabillée, ce qui indiquait qu'il y avait peut-être eu agression sexuelle. Aux premières lueurs du jour, les experts de la police scientifique commencent une enquête approfondie. La police doit attendre la marée haute pour ramener le corps. Le corps a été placé dans l'ambulance et conduit à la morgue du Royal Albert Hospital. Un ami de la famille est venu pour l'identification. Et il a dit que c'était bien Amanda Carter. On a reçu le rapport du médecin légiste et elle avait une blessure à la bouche, ce qui veut dire qu'elle avait reçu un coup de poing au visage. Elle a probablement été assommée. Il y avait aussi des marques de strangulation. Mais la strangulation n'est pas la cause de la mort. Amanda Carter s'est noyée. En respirant sous l'eau, elle a inhalé des organismes appelés diatomées qui ont été retrouvés au cours de l'autopsie. Mais est-ce un accident ou un meurtre? Étant donné la position de ses mains, je pense que quelqu'un lui a maintenu la tête sous l'eau de force. Mais qui a pu l'emmener jusqu'ici? Comme pour toutes les affaires de meurtre, le médecin légiste procède à un prélèvement vaginal. On a retrouvé des traces de sperme. La plus grosse concentration était dans la partie supérieure du vagin.
Et ce n'est pas surprenant, parce qu'elle était sur le ventre, et les mouvements de l'eau n'ont pas pu atteindre cette partie qui était protégée par des poches d'air. Et c'est pour cette raison qu'on a pu obtenir ces preuves. Parvenu à ce point de notre récit, sachez que 2 dates sont importantes dans l'histoire médico-légale. En 1901, un médecin allemand réussit à prouver que les albumines de chaque sorte de sang sont différentes. Il devient dès lors possible de différencier sans risque d'erreur sang humain et sang animal, et de confondre maintenant les suspects qui prétendent que les taches de sang retrouvées sur leurs vêtements proviennent d'un poulet ou d'un lapin et non d'une victime humaine. En 1986, l'analyse de l'empreinte génétique, découverte 1 an plus tôt par le professeur Alex Jeffreys, est appliquée pour la première fois à une affaire criminelle. Pour élucider un double meurtre, la police anglaise prélève des échantillons d'ADN auprès de 3600 hommes dépourvus d'alibi et parvient à confondre le coupable. Dans le cas qui nous intéresse, bien antérieur à la découverte de l'ADN, l'analyse du sperme retrouvé sur le cadavre d'Amanda est de peu d'utilité. C'est pourquoi les enquêteurs doivent recourir aux anciennes méthodes pour trouver les preuves pouvant relier Wayne Island à la scène de crime. Essayez de savoir si quelqu'un a été vu dans cette zone, si une voiture a circulé ici ce soir-là. Trouvez-moi tous les pêcheurs qui viennent régulièrement ici, parce que c'est forcément quelqu'un qui connaît la région. On a parlé aux habitants des environs qui nous ont dit qu'ils avaient vu 2 voitures sur Riverside Drive. Et certains nous ont parlé d'un taxi. On nous a dit qu'un chauffeur de taxi avait été vu le long de cette route. Et d'après notre témoin, ce chauffeur avait une tête de porc. Et je trouve que cette description convenait parfaitement à Highland. Quand Amanda Carter a été vue pour la dernière fois dans la nuit du 26 au 27 juillet, elle disait à ses amis qu'elle allait prendre un taxi pour rentrer chez elle. On sait au moins dans quelle direction son agresseur l'a emmenée. On sait sans aucun doute qu'il l'a conduite jusqu'à cet endroit. On a également beaucoup étudié la voiture d'Highland. On a retrouvé de la terre au niveau des roues, et on pouvait dire que c'était le genre de terre rouge qu'on trouve dans cette zone. Mais ça ne voulait pas dire que c'était la même. Et l'herbe était la même que celle retrouvée dans la région de Bridgewater. Mais on ne pouvait pas affirmer que cette terre ou cette herbe provenait de cet endroit précis, au nord de Riverside Drive. C'était frustrant parce qu'on voulait vraiment résoudre cette affaire grâce aux preuves scientifiques. On savait qu'elle pouvait nous apprendre quelque chose. On pensait trouver quelque chose sur cette scène de crime, un lien avec Highland, mais on n'a rien trouvé. Les seules preuves qu'on avait, c'était des témoins qui avaient vu un taxi venir et repartir et dont la description du chauffeur correspondait à celle d'Highland. Les enquêteurs décident de l'interroger à nouveau. Mais cette fois, ils le conduisent sur la scène de crime. Il a accepté de venir et il était très coopératif. Et on a décidé de l'emmener de nuit pour le prendre au dépourvu. On lui a parlé et il nous a dit qu'il était déjà venu ici. Il nous a dit qu'il venait souvent y pêcher et qu'il passait régulièrement dans cette zone avec son taxi. Ce qui était cohérent, parce que c'est le genre d'endroit où on peut aussi bien venir pêcher que ramener des clients. Mais il nous a soutenu qu'il n'était pas venu à cet endroit la nuit en question, qu'il n'avait pas emmené Amanda Carter et qu'il n'avait rien de plus à ajouter que ce qu'il nous avait dit lors des 2 autres interrogatoires. Il nous manquait des éléments importants. Je le savais et je crois qu'il le savait. Et c'est pour ça qu'il n'en disait pas trop. Il n'a pas bougé. Il nous a dit « prouvez-le, et si vous pensez que je suis coupable, arrêtez-moi ». Il a commencé à nous dire qu'on le harcelait et c'était pour ainsi dire le cas, mais je ne dirais pas que c'était du harcèlement. On menait une enquête et il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Je me souviens lui avoir dit qu'il ferait mieux de s'y habituer parce qu'il y aurait d'autres interrogatoires. On lui a bien fait comprendre que tous les enquêteurs étaient d'accord sur le fait qu'il était responsable de la mort d'Amanda Carter. Après 8 mois d'enquête, la police se concentre principalement sur les traces de sperme retrouvées sur la banquette arrière du taxi.
L'analyse de la substance prélevée sur la banquette arrière a dévoilé la présence de 2 groupes sanguins différents. L'un du groupe A et l'autre du groupe B. Mais il était difficile de savoir lequel appartenait à l'homme et lequel appartenait à la femme. D'après l'autopsie, Amanda Carter est de groupe sanguin A. Mais les globules rouges ont été endommagés et les résultats sont faussés. Afin de déterminer si Amanda Carter était bien de groupe A, on s'est intéressé au groupe sanguin de la famille. Et on a pu en conclure, avec une forte probabilité, qu'elle était bien de groupe A. Les sécrétions vaginales retrouvées sur la banquette arrière pourraient donc appartenir à Amanda. Mais le sang de Wayne Hyland est-il de groupe B? Le problème, c'est qu'Hyland n'a jamais voulu nous donner un échantillon de son sang. On a donc demandé à Presser s'il y avait un moyen de le piéger et d'obtenir son groupe sanguin. C'est là qu'il nous a parlé de la salive qu'on pouvait récupérer sur les mégots de cigarettes. Je lui ai proposé une cigarette de mon paquet, j'ai attendu de voir ce qu'il allait faire du mégot. J'ai récupéré le mégot que j'ai mis dans un sachet en plastique et à partir de là, l'équipe scientifique a pu déterminer son groupe sanguin. Et la conclusion était que son groupe sanguin correspondait à l'un des 2 échantillons prélevés dans la voiture. La ruse employée par le policier pour subtiliser une trace de salive à Wayne Hyland confirme une intuition. Son sang appartient au même groupe que celui de l'homme qui a eu une relation sexuelle avec Amanda à l'arrière de son taxi. Mais cette indication est trop vague pour fournir une preuve recevable devant une cour de justice. De la même manière, les experts ne peuvent pas établir avec certitude qu'Amanda ait été la passagère du taxi. Je ne pouvais pas prouver au juge qu'Amanda s'était trouvée dans ce taxi. L'enquête judiciaire ne peut conclure qu'à une seule chose, la jeune femme de 22 ans a été noyée par un inconnu. On a placé les prélèvements au congélateur et on s'est remis au travail pour tenter de trouver la preuve qui pouvait nous donner raison. On était vraiment découragés. On n'avait pas pu résoudre l'enquête. On connaissait tous assez bien la famille et on leur disait constamment qu'on y arriverait. On savait qui avait commis le crime et on était persuadé de pouvoir résoudre l'enquête. Mais à ce moment-là, on n'avait rien résolu du tout. Il faudra 12 ans pour que les choses évoluent. Le commissaire Prince et son adversaire vont une nouvelle fois s'affronter. Après avoir passé la soirée dans un bar pour fêter son anniversaire, Amanda Carter n'est jamais rentrée chez elle. 6 semaines plus tard, son corps est retrouvé sur les berges de la rivière Rwent. La police n'a aucun doute. Wayne Hyland est responsable de sa mort. Les taches retrouvées sur la banquette arrière de son taxi suggèrent qu'Amanda est montée dedans, mais rien ne permet de le prouver avec certitude. On s'est toujours dit qu'un jour, grâce à l'avancée des techniques d'analyse, on pourrait découvrir plus que les groupes sanguins. Aussi qu'Hyland finirait par faire une erreur ou que quelqu'un le dénoncerait. Et ce vœu va bientôt être exaucé. Une dizaine d'années après le meurtre d'Amanda Carter, les sciences médico-légales connaissent une révolution. On a découvert ce qui s'appelle l'ADN et la police britannique l'avait utilisé dans des affaires criminelles. Ça vous donne bien plus qu'un groupe sanguin. C'est une sorte d'empreinte génétique. C'était très excitant pour nous parce qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être nous apprendre à qui appartenaient les sécrétions qu'on détenait. Les prélèvements effectués sur la tache et le sang d'Amanda Carter sont extraits du congélateur et transmis à un expert travaillant à Melbourne pour des tests approfondis. Pourra-t-il enfin résoudre cette affaire? Les résultats qu'il a obtenus ont démontré qu'Amanda Carter avait bel et bien été dans cette voiture. La probabilité pour que ce ne soit pas elle était de 1 sur 1 milliard. Statistiquement parlant, il y avait une très forte probabilité pour que ce soit son ADN sur la banquette arrière. En d'autres termes, on savait qu'elle était montée dans ce taxi. C'était extraordinaire.
Après toutes ces années, on tenait peut-être notre homme. Il est désormais temps pour eux de retrouver leur principal suspect, parti à Melbourne. Hyland croit d'abord que la police locale souhaite l'interroger sur une affaire d'escroquerie dans laquelle il est impliqué, jusqu'à ce que le commissaire Prince entre dans la pièce. Quand il nous a vus, il est devenu très pâle et il s'est mis à trembler. Alors je lui ai demandé s'il se souvenait de moi. Comme vous le savez, je suis le commissaire Prince. Je vous présente l'inspecteur Bolland. Alors, vous avez été promu? Plusieurs fois, oui. Après ça, on a échangé quelques banalités et je l'ai une nouvelle fois informé des accusations dont il faisait l'objet. Vous avez eu des rapports sexuels sur la banquette arrière de votre taxi? Ce jour-là, j'en sais rien. À quelques jours près? J'en ai aucune idée. Vous vous êtes déjà masturbé à l'arrière de votre taxi, celui que vous aviez en 1980? Je m'en souviens pas. Vous auriez pu? Peut-être, je sais pas. Ça fait longtemps, j'en ai aucune idée. La plupart des gens savent s'ils se sont déjà masturbés dans leur voiture, non? Je me souviens vraiment pas. Avez-vous agressé Amanda Carter? Non. Avez-vous tué Amanda Carter? Non. Les preuves scientifiques sont mises en avant. Les analyses scientifiques montrent que la tache retrouvée à l'arrière de votre taxi contenait un mélange de sperme et de fluide vaginal. Ces tests indiquent également qu'une partie de cette substance correspond à ce qu'on appelle le profil ADN d'Amanda Carter. Vous avez une explication? Non. Êtes-vous sûr que vous n'avez jamais eu de rapport sexuel avec Amanda Carter sur la banquette arrière de votre taxi? Oui. Seriez-vous prêt à nous fournir un échantillon de votre sang pour des analyses? On m'a posé cette même question il y a 10 ans, et on m'avait dit de ne pas le faire. Alors pourquoi je le ferais maintenant? Je dois voir un avocat avant de vous donner quoi que ce soit. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez nous dire à propos de cette enquête? J'en ai marre de tout ça. Vous m'avez jamais lâché, vous m'avez toujours traqué, et j'ai l'impression que vous allez remettre ça. Alors je vous le répète, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne sais rien sur sa disparition ou sur sa mort, ou sur quoi que ce soit. Je comprends votre position, mais je ne vois pas pourquoi vous vous acharnez sur moi. Je crois qu'il avait compris que l'enquête avait progressé. Je suppose qu'il s'imaginait qu'après 13 années passées dans 2 États différents, il serait un homme libre. Il pensait que la police ne le poursuivrait plus et qu'il était parti suffisamment loin. Mais il s'était trompé. À la fin de la journée, on l'a inculpé et ramené en Tasmanie. J'ai appelé Don Carter pour lui dire et la famille était soulagée d'apprendre qu'il avait enfin été arrêté après tant d'années. Une fois Hyland sous les verrous, la police obtient du juge l'autorisation de réaliser sur lui un test sanguin. Le résultat est sans surprise, son empreinte ADN est identique à celle de l'échantillon de sperme prélevé sur la banquette de son taxi et congelé, je le rappelle, 12 ans plus tôt. Il aura fallu 13 ans pour parvenir à l'inculper. Gerald Wayne Hyland a plaidé non coupable pour le meurtre d'Amanda Carter, disparue le 27 juillet 1980. Le procureur Damien Bugg a informé le jury que l'affaire reposerait sur des analyses ADN beaucoup plus précises que celles effectuées à l'époque du crime. Le procès a commencé cette semaine, mais aujourd'hui, les choses prennent une tournure inattendue. Après 3 jours de procès, Damien Bugg m'a appelé pour me dire que j'avais fini par le coincer. Et quand je lui ai demandé des explications, il m'a dit que la défense était venue le voir pour lui proposer de plaider coupable pour homicide involontaire. L'acte d'accusation a été lu une nouvelle fois. Et après 3 jours de procès, Hyland nie toute préméditation dans le meurtre d'Amanda Carter, mais plaide coupable pour homicide involontaire. Le procureur Damien Bugg a déclaré à la cour qu'Hyland avait tenté de déshabiller Mademoiselle Carter à l'arrière de son taxi alors qu'elle était endormie. D'après l'accusation, Hyland s'était rendu à la station de taxi. Amanda était assise sur les marches, elle est montée dans son taxi et elle s'est endormie.
Il est sorti du taxi pour aller chercher son sac qu'elle avait laissé sur les marches. Il s'est dirigé vers le nord d'Hobart où il a été vu par un autre chauffeur de taxi à la station-service. Et puis, il a repris la route en direction de Bridgewater et s'est arrêté sur Riverside Drive. Une fois là-bas, il l'a violée sur la banquette arrière de son taxi. Après ça, il a tenté de l'étrangler et lui a probablement maintenu la tête sous l'eau. Amanda Carter a fini par mourir noyée et Hyland a reconnu les faits. Wayne Hyland est condamné à 6 ans de prison pour viol et 10 ans pour homicide involontaire. Quand on se retrouve impliqué dans une affaire comme celle-ci, ça devient quelque chose de personnel. Ça fait partie de vous. Et c'était une grande satisfaction pour nous d'avoir enfin notre homme. Je me suis entretenu avec mademoiselle Carter. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un grand soulagement pour elle, mais elle n'a pas voulu s'exprimer devant les médias. Néanmoins, je suis sûr que c'est une grande satisfaction pour toute la famille de voir cette affaire enfin close. Malheureusement, Don Carter est mort juste avant le procès et il n'a jamais su qu'Hyland avait été condamné pour meurtre. Et c'est bien dommage. Mais pour tous ceux qui avaient travaillé dur pour résoudre cette enquête, c'était une grande satisfaction parce qu'on savait qu'on avait respecté nos engagements envers la famille. Mais en 2001, après 8 ans de réclusion pour le viol et le meurtre d'Amanda Carter, Gerald Wayne Hyland obtient sa remise en liberté conditionnelle après avoir effectué seulement la moitié de sa peine. Face à l'indignation de la famille de la jeune femme, et de la population d'ailleurs, la décision est suspendue. Les mois de protestation des familles de victimes ont porté leurs fruits. La loi sur les conditions de remise en liberté conditionnelle a été changée. Mais il est trop tard en ce qui concerne Hyland, puisque les nouvelles conditions plus restrictives ne s'appliquent pas aux anciennes condamnations. Il est quand même libéré. Je trouve que 8 ans de prison pour avoir pris la vie d'une personne, c'est vraiment dérisoire. Aujourd'hui, il est en liberté, mais Amanda, elle, est morte. Cependant, le ministère de la Justice de Tasmanie décide de jouer la transparence et publie le communiqué suivant. Monsieur Hyland, un homme intelligent et plein de ressources, a eu une attitude positive durant sa détention. Il a travaillé dur et s'est montré poli et bien élevé. Mais il n'a témoigné aucun remords par rapport à son crime et aucune compassion pour sa victime. Je vous laisse le soin d'apprécier ce commentaire. Merci de nous être fidèles. Rendez-vous bientôt sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.